Vous avez sûrement déjà entendu l'expression The American Way of Life, une expression née des 30 Glorieuses qui désigne toutes les valeurs nationales avancées par les États-Unis comme une sorte de guide non écrit sur le mode de vie à adopter au sein du pays, basé principalement sur le consumérisme et intimement lié au American Dream. This is how American families are living in their new home. Comme quoi ce mode de vie-là vous assurerait liberté, bonheur et un sentiment d'accomplissement au sein de votre communauté, ce qui est totalement vrai. Non, bien sûr, c'est juste un tas de conneries pour stimuler l'économie. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mouvement-là a pris une telle ampleur qu'il se retrouve maintenant partout à travers le monde. Dans nos assiettes, notre langue, dans ce fameux cliché du self-made man promouvant une forme méritocratique à vomir du sang, mais surtout une présence marquée dans les arts en général, et en particulier au cinéma, avec tous les films hollywoodiens qu'on nous récolte chaque année, qui, dépendamment de l'année de moisson, peuvent nous ramasser des chefs-d'œuvre, des atrocités sans nom qui devraient être illégales de produire, ou encore des films d'orgie alimentaire. Une catégorie quand même très spécifique. On pourrait rajouter à ça les réseaux sociaux contrôlés par les géants du web, soit les GAFAM, tous américains et exerçant un contrôle total sur Internet. Et bien qu'ils aient permis de faciliter les connexions humaines à travers le monde, ils ont aussi appuyé fortement sur le stress de performance. En général, le monde essaie de paraître parfait à travers ces réseaux, du moins leur conception de la perfection, ce qui obsède certains. Les plus pervers se nourrissent même du désir des autres d'obtenir cette perfection en se basant sur le culte du corps et de la personnalité. Mais bon, j'ai pas l'impression que je vous apprends grand chose en ce moment, tout le monde participe d'une manière ou d'une autre à cette grande parade cachant la misère du monde. Et faire semblant d'être un demi-dieu n'a jamais été aussi accessible aujourd'hui aux plus narcissiques d'entre nous. Malheureusement, j'ai la forte impression que cet outil-là est arrivé beaucoup trop tôt dans notre histoire. Surtout dans un système qui met en avant le pouvoir, l'argent et qui délaisse le sens profond de l'être humain. I want you to deal with your problems by becoming rich! Une société qui délaisse la psychologie et l'humanisme au service d'une certaine forme méritocratique ayant le pouvoir de donner une raison aux richesses les plus sales, entraînant la plupart de nos sociétés dans un libéralisme sans gêne, où la loi du plus fort règne, justifiant du même coup cette lutte pour arriver au fameux L'homme qui, malgré son passé douloureux, des erreurs multiples, continue de repousser les limites du possible, montrant à tout le monde qu'avec du courage et de la persévérance, on peut réaliser beaucoup de choses. But it does contain... impossible! Et je ne comprends pas. Après des centaines d'années à cultiver philosophiquement l'humanisme, à retourner dans tous les sens les questions sur l'être humain, sur l'égalité, la dignité et les droits universels, à se croire bien intelligent en citant des grandes figures historiques, mais sans apprendre quoi que ce soit sur le fond, je pense que je suis en droit de me poser quelques questions. Pourquoi il y a encore beaucoup trop de personnes qui n'utilisent pas ces valeurs-là comme boussole interne pour les guider dans leur cheminement de pensée? J'ai mis c'est droite, c'est La meuf là? rien à foutre, meuf, pas meuf, c'est des rebeux. Pourquoi l'accumulation de la richesse de manière indécente est rendue pour certains décomplexée, acceptable et justifiable? Vous savez que ça représente un salaire en France? Oui, je sais. Mais ici, c'est normal. Logique. C'est une dépense moyenne. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le système veut à tout prix abandonner les valeurs humanistes? You regret this day, friend. I'm not your friend, buddy. I'm not your buddy. He's not your guy, friend. I'm not your friend, buddy. En fait, ils l'ont pas vraiment abandonné, mais disons qu'ils l'ont perverti à leur gré. Par exemple, par rapport à la psychologie, les travaux de Jung sur les archétypes, les personnages et l'inconscience collective sont servis à des fins marketing. Même chose pour la prétendue échelle de Maslow, qui hiérarchise les besoins, comme quoi une personne pauvre ne devrait pas penser à s'accomplir dans les arts, mais commencer par... ne plus être pauvre. Ouais, au lieu de créer des mouvements artistiques issus de votre classe sociale comme le punk et le rap, allez donc travailler, bande de feignasses. Et bien sûr, les valeurs humanistes sont aussi transformées aux besoins de l'égocentrisme des personnes qui les utilisent. Par exemple, avec le colonialisme, qui se donne comme mission de civiliser les peuples considérés comme inférieurs en les assimilant, tout en se donnant bonne conscience que nous voulons instruire les indigènes et les libérer de leur souffrance. Je ne vois pas où est le mal. Allez, bouge-toi le cul, ça enculé. Putain, c'est quoi un canard? Ils savent jamais rien, ces enculés là. L'indépendance, c'est pas vous allez faire comment que les blancs vont être partis, hein? Vous allez faire comment quand il y aura plus de blancs? Apparemment, essayer d'assimiler un peuple par la force en leur montrant un dos sur une croix pour nourrir un égo déjà largement démesuré est apparemment une mauvaise idée. Ah, qui l'eût cru? La solution est apparemment la communication culturelle et l'ouverture à la différence et son acceptation. Ce à quoi j'ai envie de répondre, on n'est pas encore tout à fait rendu à cette étape-là. Bref, je crois que je m'éloigne du sujet, parce que si je vous amène sur The American Way of Life, c'est bien entendu que je vais vous parler d'American Beauty.
et plus précisément de l'épanouissement humaniste que le film essaie de transmettre, mais bloqué dans un système qui le freine. Car bien que le film soit un incontournable et que le simple fait que quelqu'un dans le monde ignore l'existence de ce classique m'attriste dans mon petit cœur de cinéphile, je crois que le monde doit savoir. Le monde doit savoir que le monde est méchant. Et que péter les fenêtres d'une banque à coups de marteau peut être une réponse désespérée, mais plutôt satisfaisante et libératrice à cette question. Notre système libéral est-il contradictoire avec les valeurs humanistes? Mais au lieu de chercher à détruire les symboles du système, mettons des mots sur cette colère. Parlons d'American Beauty. American Beauty nous raconte donc l'émancipation de Lester, un homme ordinaire avec une vie ordinaire, une femme ordinaire, une fille ordinaire, et qui à travers une voix off nous raconte qu'il se masturbe sous la douche avant d'aller travailler, mais aussi qu'il est mort. Puis Lester, avec sa voix de l'au-delà, nous présente sa famille tour à tour. Donc, en résumé, Lester est pitoyable, Caroline est une vraie garce, et ne faites surtout pas attention aux roses qu'elle coupe en gros plan dans ses mains, ce n'est en aucun cas une symbolique. Jane est mêlée puis se cherche, et Jim et Jim sont leurs voisins homosexuels. C'est tout ce qu'on sait sur eux. Mais on y reviendra. Lester se rend à son job et apprend que quelqu'un va se faire virer et qu'il devra se vendre pour prouver qu'il tient à son travail. Pourtant, il a tellement l'air épanoui devant son boss. Hey, Les, you got a minute? For you, Brad, I got 5. On apprend aussi que son entreprise se paie des putes avec une Mastercard. Je connais pas grand-chose au milieu de la prostitution, mais je trouve ça particulièrement hilarant de m'imaginer une prostituée te tendre un système débit crédit. De retour à un souper de famille à la chandelle alors qu'une lumière divine surplombe le milieu de la table, ne remarquez surtout pas ces magnifiques roses qui ne sont là que pour le décor, vraiment. N'y faites surtout pas attention. Pourquoi allumer des bougies, c'est pour mettre une lumière à leur emplacement exact, me direz-vous? Et pourquoi pas? Donc, Caroline impose sa musique, Jane trouve ça chiant et Lester fait semblant de s'intéresser à sa fille pour se complaire dans son misérabilisme. Puis Caroline impose sa dictature familiale à Lester pour tuer toute rébellion dans l'œuf. Lester, devant cette impasse, se réfugiera dans la crème glacée. Mais c'est une feinte! Car il ira faire la vaisselle et exprimer le fait qu'il veuille se rapprocher de Jane car ils se sont éloignés avec le temps. Jenny, what happened? We used to be pals. Par contre, c'est filmé de manière vraiment dégueulasse, puis je comprends pas. Ah non, c'est juste Ricky, le voisin pervers. Yeah, super. S'ensuit une scène nous présentant Caroline, qui est agente immobilière et qui nous est montrée sous le prisme de la successful woman, tentant de vendre à tout prix une maison, se donnant corps et âme pour la nettoyer et la rendre impeccable, mais en vain, car bien qu'elle essaie de plaire à tous les potentiels acheteurs, qui n'en ont absolument rien à chier. I mean, I think lagoon, I think waterfall, I think tropical. This is a cement hole. I have some tiki torches in the garage. Elle finit par craquer, voyant tous ses efforts ne pas payer à sa juste valeur. Est-ce que Caroline serait pas un bourreau, mais aussi une victime de sa vision et de sa propre personne? Est-ce que cette maison ne serait pas en quelque sorte une représentation de sa vie qu'elle essaie de nettoyer tant bien que mal pour plaire aux normes sociales? Comme si elle essayait de jouer la perfection dans cette pièce de théâtre qu'est la vie. Tout ça est bien triste, mais trêve de pleurnicherie, maman et papa doivent se réunir devant la prestation de Jane de Pom Pom Girl, ma foi, très impressionnante. Et... Papa, répondez, que se passe-t-il? Lester? Ah, d'accord, non, apparemment Lester vient de se réveiller sexuellement à travers du CGI mal vieilli et une fille de 17 ans. On rappelle, lui en a 42. Je vous laisse un moment pour digérer l'information.
De toute façon, ça m'étonnerait qu'il stick là-dessus. Il va sûrement passer à autre chose et ne pas fantasmer sur elle d'une manière vraiment lourde. Mais... We have to go. So what are you girls doing now? We're going out for pizza. Oh, really? Do you need a ride? We can give you a ride. I have a car. You want to come with us? Ok, mais d'ici là, il s'en est peut-être remis. Il est peut-être passé à autre chose. Peut-être que... Pendant ce temps, avec Angela et Jane, Angela se vante d'être le centre d'intérêt sexuel de tous les hommes et elle nous sort une phrase qui révèle le fond de sa pensée. Because there's nothing worse in life than being ordinary. Disons que c'est sa phrase totem. Puis Jane se fait observer et filmer de manière subtile. Se fait filmer tout simplement. Elle réagit de manière normale. Puis moins normale. Puis le lendemain, on retourne voir Lester pour assister, impuissant, à un autre moment malaisant. Digne d'un adolescent qui agit avant de réfléchir. God, Ricky, trouve-toi un hobby. Et finalement, nous découvrons la famille Fitz dans leur quotidien, avec sa mère qui semble un peu mêlée et son père ultra conservateur. Et puis soudain... Are you expecting anyone? No. No. Mais qui peut bien déranger la famille Fitz? La famille la plus conservatrice des États-Unis, au beau milieu d'un déjeuner typiquement américain, composé d'œufs et de bacon. Hi. Jim et Jim? Les voisins homosexuels? You said you're partners, so, what's your business? He is a tax attorney. And he's an anesthesiologist. Après ce passage-là, on peut commencer à entrevoir une potentielle homophobie de la part du colonel Frank Fitz. Mais bon, il est peut-être pas homophobe. C'est peut-être moi qui ai mal interprété les signaux. How come these fat always have to rub it in your face? J'ai rien dit. They don't feel that's anything to be ashamed of. Well, it is. Arrivée à l'école, Angela se la pète en disant qu'elle s'est fait harceler sexuellement par un photographe du magazine Elle et qu'elle se l'est tapée car elle voulait un job comme modèle. Une histoire qui semble fortement déplaire chez ses consoeurs. You are a total prostitute. Cunt! Je vois pas de bon parti à prendre là-dedans, fait que je vais juste émettre un sourire empreint d'un profond malaise. Puis arrive Ricky. Une première rencontre plutôt tendue avec Jane, allez savoir pourquoi, et celui-ci ignorera totalement Angela en passant, ce qui irritera son égo fragile. Pendant qu'Angela continue à le traiter de freak, la manière de se comporter de Ricky pique la curiosité à Jane, et elle commence à s'attacher, citant sa confiance en lui comme un intérêt marquant. He's like so confident. I don't believe him. I mean, he didn't even like look at me once. De retour avec Lester qui se fait trimballer dans une soirée business de sa femme qui ne veut de lui que pour pouvoir se fondre dans la masse et donner l'impression d'une vie de couple heureuse et épanouie. Listen, just do me a favor. Act happy tonight. I am happy, honey. Caroline rencontre une connaissance. So good to see you too, Catherine. Carolyn. Une vieille connaissance, on va dire. Du nom de Buddy Kane. Buddy Kane. Je répète pour ceux du fond qui n'auraient pas entendu. Buddy Kane. Que je surnommerai Bud, et vu qu'il y a beaucoup de roses dans le film, je pense que je vais le renommer Rosebud. Ça fait joli. Et aussi, vu que c'est un citoyen exemplaire, je te nommerai donc Rosebud Citizen Kane. Ah, vous pouvez le surnommer clin d'œil subtil. Après avoir mentionné son pouvoir d'être la personne la plus oubliable... It's a pleasure. Oh, we've met before, actually. Oh, yeah. Oh, it's okay. I wouldn't remember me either. Lester montre avec sarcasme sa healthy relationship. Well, okay. Et décide de finir sa soirée comme un cliché alcoolique. Entre deux clichés, Lester rencontre alors Ricky, qui travaille à cette soirée et propose à Lester de se laisser tenter par un bon gros pilon, ce qu'il accepte.
Ricky deviendra ainsi officiellement le modèle de Lester après que celui-ci eut quitté son job devant lui sans aucun remords. I'm not paying you to do whatever it is you're doing out here. I quit, so you don't have to pay me. Now leave me alone. Tout ça pendant que Caroline continue de lécher le cul à clin d'œil subtil. Tout le beau monde rentre à la maison et Angela, qui reste à coucher, semble vraiment vouloir saluer Lester. I should say hi to your dad. C'est une fille quand même très polie, Angela. Oh, is that root beer? Mais si tu pouvais ne pas être une crise cardiaque ambulante, ce serait apprécié. Merci. Donc, Angela dit bonjour de manière cliché sexy à Lester, aimant l'attention particulière qu'il lui porte. Lester repart dans son fantasme composé de Rose, qui sont là par hasard vraiment à ignorer totalement ce n'est qu'un hasard, et de femmes mineures pendant que le monteur du film bug sur les mains d'Angela. Après un moment plutôt malaisant, on se le cachera pas, Lester apprend qu'Angela aime vraiment beaucoup trop la root beer. I love root beer, don't you? Et aussi qu'elle reste à coucher ce soir. Premièrement, merci Lester de remettre en perspective la vision très idéalisée de la root beer. Et deuxièmement, prions pour que Lester ait un comportement digne d'un parent adulte et qu'il agisse avec maturité. Sorry about my dad. Don't be. I think it's funny. Ah, c'est vrai. Dieu n'existe pas. Sous l'écoute attentive de Lester caché habilement derrière la porte, Angela raconte à Jane, en semi-blague, que si Lester s'entraînait un peu, elle voudrait se le taper. If he built up his chest and arms, I would totally fuck him. Donc on sait maintenant ce que va faire Lester. What's that noise? Tout le reste du film. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. That's alright to think about the girls you love and hold you tight. So happy together. If I should call you up, invest the time, and you say you belongs to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Pendant ce temps, le Psycho Boy à Jane écrit son nom avec le feu des enfers. Et bien sûr, Ricky filme absolument tout. Car avoir le visage d'une ado défiguré par la peur, c'est un souvenir qui n'a pas de prix. Par peur, je veux bien sûr dire n'en avoir absolument, mais absolument rien à foutre. Mais vraiment, entre Angela qui se jetterait devant un train pour être le centre d'attention, et Jane qui s'en va vivre sa vie, vraiment, vous vous posez pas plus de questions que ça? Il y a quand même un dude qui est ton voisin, qui te filme sans arrêt, qui est totalement obsédé par toi, puis qui écrit ton nom avec le feu des enfers. Ricky, via sa caméra, découvre aussi la nouvelle passion de Lester. Se foutre à poil dans le garage, juste devant la fenêtre, pour que tout le monde le voit bien, et faire de la muscu. Si vous l'aviez pas encore remarqué, Lester a la subtilité d'un camion poubelle en pleine nuit. Aucun effort. Entre deux plans, Ricky se fait déranger par Colonel qui lui demande un échantillon d'urine. Merde, mais trouvez-vous des hobbies? Entre celui qui passe son temps à filmer la voisine à poil, puis l'autre qui joue avec le pipi de son fils? Vous êtes épuisant! Bien évidemment, Ricky a un coup d'avance avec de l'urine sans drogue dans son frigo. De retour avec Lester qui continue de fantasmer sur Angela, et puis sa femme le surprend en pleine masturbation nocturne. Et c'est le drame. Lester nous envoie toutes les phrases métaphoriques sur la masturbation. That's right, I was choking the bishop, chafing the carrot, you know, saying hi to my monster. Et Caroline prend ça comme un échec de leur vie de couple, parce que... J'essaie vraiment de percer la logique conservatrice des familles embourgeoises et banlieusardes, mais là, je ne comprends pas. Lester commence donc à se rebeller face à Caroline qui agit comme une control freak. This hasn't been a marriage for years, but you were happy as long as I kept my mouth shut. Et c'est le début d'une guerre entre Lester tentant de
s'échapper de cette vie morne et sans intérêt, et Caroline, forcée de le regarder tenter de détruire cette perfection familiale qu'elle essaie d'instaurer. Le lendemain, Lester s'en va courir avec Jim et Jim et croise Ricky et son père. Oh, what is this? Fucking gay pride parade? Toujours aussi homophobe. Lester se présente donc et demande de manière subtile des joints. I was thinking about the movie we talked about. Reanimator. Yeah. You want to borrow it? Okay, it's up in my room. Okay. Oui, je trouve tout ceci bien étrange. Ils discutent et Ricky lui dit de le biper si jamais il en manque. Très rapidement, pour les plus jeunes d'entre vous, un beeper ou un pager, c'est un petit objet électronique capable d'envoyer des messages et d'en recevoir et qui fait bip quand tu en reçois un, d'où le fait qu'ils disent « bip-moi ». Ah, c'est quoi? Un message personnel. Contrairement au SMS, il utilise un système de radio-messagerie et donc il y a une meilleure garantie que le message se rende car il n'a pas de restriction de zone de couverture, contrairement au réseau de téléphonie mobile. Dans les années début 2000, il connaîtra un déclin, ma foi, fulgurant et deviendra un système obsolète pour la vie de tous les jours, mais gardera une certaine utilité chez le personnel de secours. Lester et Ricky discuteront un peu, et Ricky mentionnera le fait que son père pense qu'il se pète tout son matériel dans sa chambre en travaillant en restauration. Et il lâchera cette phrase. Never underestimate the power of denial. C'est la phrase phare du film dont Lester en subira les conséquences à la fin. Lester continue donc peu à peu sa délivrance en fumant du weed, s'entraînant en écoutant de la musique, ce qui constitue un danger imminent pour la vision de la famille parfaite à Caroline. You will not get away with this. You can be sure of that. Il continuera en se faisant virer intentionnellement de son travail de la manière la plus parfaite qui soit en remettant sa lettre de motivation à son boss. My job consists of basically masking my contempt for the assholes in charge, and at least once a day retiring to the men's room so I can jerk off while I fantasize about a life that doesn't so closely resemble hell. Well, you obviously have no interest in saving yourself. Il demandera 1 an de salaire car il possède des informations sur le paiement des prostituées que la compagnie essaie de cacher, et qu'en plus il inventerait une histoire d'harcèlement sexuel de son boss envers lui. Malheureusement, même si c'était vrai, ça m'étonnerait que ça marche, le système est pas vraiment fait pour que les victimes s'en sortent puisque les preuves pour harcèlement et agression sexuelle sont très dures à prouver devant un juge, en plus que les victimes doivent s'attendre à se prendre tout un backlash dans la gueule parce qu'il y a une partie de la population qui préfère penser que leur acteur est parfait et blanc comme neige. Mais ça, je sais pas si Kevin Spacey le sait. Lester Burnham. Pendant ce temps, Caroline s'en va baver au resto devant un homme qui ne jure que par le succès entrepreneurial et qui vient de se faire laisser par sa femme car il n'avait de vision que pour ses propres intérêts. Well, she certainly did take advantage of the lifestyle my success afforded her. Non, mon cher monsieur, vos sourcils triomphants ne me détournera pas du fait que vous n'avez aucune remise en question sur vos propres actions. One must project an image of success. Aussi dominant soit-il. Ricky, quant à lui, continue à filmer des trucs. Quelle qu'elle soit. Jane et Angela interviennent, Angela pour se remonter dans son estime. I think maybe you forgot your medication today, mental boy. Et Jane pour lui dire d'arrêter de la filmer, mais qui en fait désire se rapprocher de lui car sa manière de voir le monde pique sa curiosité. Jane finit par rentrer avec Ricky, ignorant totalement Angela, qui n'aime que l'attention que Jane lui apporte. Pendant ce temps, dans une copieuse chambre d'hôtel... I love him! You like getting nailed by the king? Oh yes, I love it! Lester, après avoir quitté son emploi, découvre la joie d'avoir enfin du contrôle sur sa vie et postule à un fast-food nommé Mr. Smiley, n'ayant qu'une chose en tête comme type d'emploi. I'm looking for the least possible amount of responsibility. Et tout ça sous le visage ahuri du personnel. Quoi? Un quarantenaire portant la cravate demande un emploi chez Mr. Smiley? Cette journée est un vrai sac à surprise. Rendu chez Ricky, Jane rencontre sa mère. I apologize for the way things look around here. Qui ne nous apparaît plus comme Miley, mais souffrant clairement d'une maladie mentale. Ricky nous montre la pièce à son père, remplie de guns, médailles, drapeaux, tout l'attirail du républicain parfait, et puis montre à Jane la plus belle chose qu'il ait capturée sur caméra. Pour ce qui suit, si vous avez jamais vu la scène originale, vous l'avez sûrement déjà vu parodiée quelque part, même si je trouve qu'aujourd'hui la scène perd ses lettres de noblesse face à ceux qui l'ont découvert par la parodie. Il regarde un sac en plastique qui vole, ou danse avec lui selon ses dires. Bon, dit de même, ça fait pas très vendeur, je le sais, et je sais aussi que cette scène a atteint une certaine réputation d'être prétentieuse. Mais je vous jure, à ce stade-là, on peut dire que tout est prétentieux quand on tente d'expliquer pourquoi quelque chose est beau.
Genre quand on va dans un musée, puis qu'on regarde un tableau, puis qu'on explique pourquoi on le trouve beau. You can tell if something is truthful, even if you don't understand it. If it affects your body, your liver and your bowels are more important as an artist than your eyes, because they are so far away from your brain. J'avoue que niveau parodie... Sometimes there's so much beauty in the world. I feel like I can't take it. Les possibilités sont quand même infinies. Souvent dans les arts, on va dire que quelqu'un est prétentieux lorsque des créations trop complexes se détachent tellement du spectateur que seul l'artiste en question s'y retrouve, ce qui rend son œuvre totalement ridicule aux yeux du public. Juan Romano Choucalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Breakfast sur l'herbe, baigneuse noyée, plénitude amnésique, toile pour pigeons. Et oui, ok, la scène est cheesy, assez dans ta face et ne fait pas vraiment dans la subtilité. Mais tout ça, ce n'est que pour montrer de la manière la plus simple et accessible qui soit, que pour certains ce n'est qu'un autre détritus, mais pour d'autres, derrière ce sac plastique qui vole, se cache la vie, la beauté et que seuls ceux qui veulent la voir la verront. Et ce genre de moment, comment il le décrit, a déjà été vécu par tous, ce qui permet d'aller chercher les émotions du spectateur plus facilement. En un instant, il nous révèle que la réalité n'est définie que de la manière dont nous souhaitons la regarder. Ricky est donc, d'une certaine manière, le contraire d'une pub Big Mac chez McDo. Je suis totalement sérieux. Ça, là, c'est la vision qu'on donne. Pis ça, ben c'est la réalité. Oh! Alors que, dans le film, Ricky, ben il est montré comme ça. Intéressant. Alors que ça, ben c'est ce qu'il y a en vrai. Wow! Et ça, ben c'est les frites qui venaient en plus. Wow! Et qui, si on paie un peu plus, peuvent évoluer, hein? Poutine! Joli travail. Ricky ne nous apparaît désormais... Attends. Évoluer. Comme Pokémon. Ricky ne nous apparaît désormais plus comme le voisin creep, mais comme une personne à la constante recherche du moment parfait, d'un instant de vie, de la beauté cachée derrière chaque petite chose, cherchant des réponses dans ces instants qu'il essaie de capturer dans l'œil de sa caméra, et Jane trouvera en lui quelque chose de profondément humain et empathique. De retour chez les Burnham pour un autre souper copieux, mais pas si copieux que ça car Caroline apprend que Lester vient de quitter son job car son travail le rendait malheureux. Et elle est en tabarnak. I marvel that you can be so contemptuous of me on the same day that you lose your job. I didn't lose it. It's not like, whoops, where'd my job go? I quit! Don't interrupt me, honey. En plus de perdre le contrôle de la maisonnée, qui glisse des mains de Caroline, elle commence à avoir peur de lui. Et après un souper dont les asperges étaient particulièrement succulentes, Caroline rejoint Jane pour un débrief de la situation. Ou plutôt pour gagner la sympathie de sa fille en disant que tout est de la faute à Lester, sans aucune remise en question de sa part. Car oui, Lester pue la merde d'avoir lancé les asperges, surtout avec cette tranche de citron pognée sur le cadre, mais Caroline sent pas plus la rose. Je vous laisse quelques secondes pour savourer mon délicieux jeu de mots. Donc Caroline essaie de retourner Jane contre Lester à coup de message à 2 balles. You're old enough now to learn the most important lesson in life. You cannot count on anyone except yourself. Et voyant que ça fonctionne pas et qu'elle a plus de contrôle sur elle, elle décide de la claquer. Look, Mom, I really don't feel like having a Kodak moment here, okay? You ungrateful little brat! Jane se rend compte après le départ de sa mère que Ricky l'observe avec sa caméra. Elle décide, d'une manière plus symbolique que sexuelle, de se mettre à nu devant lui, comme si elle s'ouvrait à lui. Arrive ensuite son père qui lui pète la gueule parce qu'il a trouvé son meuble débarré dans son bureau. Oui, toutes les raisons sont bonnes pour claquer son enfant. Parce qu'ils sont faibles. Le colonel se calme en apprenant que son fils a une petite amie, ce qui le rassure sur l'hétérosexualité de son fils. This is for your own good, boy. Oui, j'en suis persuadé. Son père s'en va, Ricky se regarde dans le miroir et soigne ses blessures. Le lendemain, ou le surlendemain, bref, une journée comme une autre dans l'année de la mort de Lester, Caroline tire du gun pour se sentir en puissance et chante Don't Rain on My Parade de Bobby Darin. Si je vous traduis en résumant, en gros, Caroline nous chante donc Personne
Non, personne n'amènera la pluie sur ma parade. Ai-je vraiment besoin d'en rajouter? Et cette feuille est totalement vide. Wow! Elle remarque la nouvelle voiture devant chez elle et apprend que Lester s'est acheté une voiture sans la concerter. Une magnifique Firebird qui renvoie à l'image du phénix renaissant de ses cendres, représentant ainsi le renouveau et le changement. Lester, tu es une nouvelle personne. Et quant à moi, j'en ai toujours autant rien à chier des esti de chars. Point A jusqu'au point B. C'est uniquement à ça que ça sert un char. C'est tout. Moi, je mettrais des flammes sur le côté, puis des ailerons, puis une griffure à l'œil. Parce que c'est un dur, man. C'est un sauvage. C'est un mâle alpha. Il se bat contre d'autres chars pour défendre son territoire pour sa famille. Puis sa petite femme. Une petite coccinelle avec des cils. Des estus de gros. Ok. Mais le plus important, là, c'est de faire le trajet du point A jusqu'au point B. C'est le seul point à respecter. Ok, mais si je fais pas le plus de buts possible, de la manière la plus désagréable possible, parce que dès que je sors de chez nous, là, je vais être le centre d'attention du monde, là. C'est pas si possible. Oui, c'est possible. C'est aussi possible de rester chez toi, ce qui est une bien meilleure option que fuck, il est parti. Toi là, la mécanophilie, t'en penses quoi? Puisque Jane n'est pas à la maison, Lester en profite donc pour séduire sa femme. Ouf, c'est bien parti. Lester se rapproche pour plus de contact. Il est en total contrôle de la situation. Il raconte des souvenirs de jeunesse pour pimenter le tout, si je puis dire. Oh, parfaitement. On dirait même qu'il commencerait des préliminaires. Et puis... Oh non. Quoi? La bière. Non. Pas la bière. Ne renverse pas la bière. Lester, you're gonna spill beer on the couch. Oh non! Si près du but! Si près du but! Caroline nous apprend que ce sofa vaut 4000 $. Aïe aïe aïe! Lester nous commence une morale sur le consumérisme et donc sur le capitalisme. Et je crois bien que c'est fini. Ben, c'était très chaud, on était presque. En effet, la chaleur y était, mais pas assez malheureusement pour allumer la flamme d'un couple en proie à la pente fatale du divorce. Pendant ce temps, Jen et Ricky, nus, se filment en se racontant leur vie. On apprend que Ricky s'est fait envoyer à l'école militaire pour apprendre la discipline, mais s'est fait renvoyer. Puis peu de temps après, un élève s'est foutu de sa coupe de cheveux et il a craqué. Il s'est battu avec lui et dit qu'il l'aurait tué si les superviseurs ne l'avaient pas empêché. Par la suite, ils l'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique pendant 2 ans et le droguaient. Jane, quant à elle, nous raconte que son père est amoureux d'Angela et qu'elle aimerait avoir un minimum d'importance aux yeux de celui-ci. Elle aimerait avoir un père qui se comporte de manière mature. Elle voudrait même que quelqu'un l'achève de sa soi-disant souffrance. Puis, Ricky s'amuse à filmer ses boobs. Gros téton. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? La scène se finit sur Ricky, partageant la chance qu'ils se soient rencontrés. Arrive la dernière ligne droite du film, la journée où tout se termine pour Lester, où l'épée de Damoclès tendue au-dessus de lui s'abattra violemment, sur fond de The Seeker des Who. En cette dernière journée de l'existence de Lester, Jane décide de réinviter Angela, mais essaie d'avertir son père d'arrêter d'avoir un fixe sur elle. Dad, you stare at her all the time. Like you're drunk. It's disgusting. You better watch yourself, Jane, or you're gonna turn into a real bitch just like your mother. Mais malheureusement se comporte en adolescent boule. Le père de Ricky commence à avoir des doutes sur l'hétérosexualité de son fils, puis commence à faire à son fils ce pourquoi il l'avait battu, soit fouiller dans ses affaires. Et trouve des preuves accablantes de son homosexualité. Lester rencontre sa femme en pleine séance de tromperie. What a twist! Et en profite pour faire des calls de bitch. Quand même bien mérité. Buddy, this is my... Her husband.
We've met before, but something tells me you're going to remember me this time. Caroline et Buddy se calment donc pour les tromperies un moment. À partir de là, le film nous montre les personnages se réunissant tous vers la fin tragique de Lester, et ce, en utilisant un montage alterné. Il faut passer rapidement là-dessus. Le montage alterné, c'est un montage qui permet de voir plusieurs actions se passant simultanément, le montage alternant entre les différentes actions. Par exemple, vers la fin d'Inception, lorsqu'on voit différentes actions de différentes couches de rêves qui se succèdent dans le montage, la temporalité est la même, donc c'est du montage alterné. À ne pas confondre avec le montage en parallèle, qui contrairement au montage alterné, qui sert principalement le récit, les séquences n'ont pas de lien de temporalité entre elles et sont beaucoup plus utilisées pour donner un effet de comparaison entre les différentes actions montrées pour renforcer le ou les thèmes du film. Comme dans la fin cauchemardesque de Requiem for a Dream, dont les plans des différentes actions qui se succèdent n'existent que pour effectuer une comparaison entre les petits soucis des personnages. Ou encore dans la scène du baptême du parrain, le baptême et les meurtres se succédant dans les plans, émettant ainsi une comparaison entre les meurtres et Michael, qui jure de ne pas se soumettre à la tentation du diable, et tout ça sous une musique venant d'un organiste over-dramatique pour un baptême. Voilà. Pendant ce temps, Lester fait ses pecs, se contemple dans le reflet de sa fenêtre et fume du... Ah fuck, y'a plus de weed. If you need some weed in the neighborhood, who you gonna call? Ricky Fitz. Jane left her geometry book in my bag and she needs it to do her homework. Puis vient la tempête Angela qui arrive chez les Burnham pour y dormir une autre nuit. De son côté, le père de Ricky fait son voyeur et observe la rencontre entre Ricky et Lester, que je qualifierais de quiproquo ultime. Et bon, certains diront que c'est quand même pousser le bouchon très loin, mais moi, c'est pas vraiment ça qui m'interpelle. Parce que selon le temps qui nous est présenté ici, Ricky aurait fait une pipe à Lester qui aurait duré gros max 15 secondes. Je veux pas croire qu'on appelle ça une petite vite, là. Mais là, c'est de la F1. Bon, je suis peut-être mauvaise langue aussi, puisque anyway, le père voit ce qu'il veut bien voir depuis le début, ça pourrait être une représentation de sa vision des choses. En rentrant, Ricky se fait surprendre par son père et lui pose des questions tout en le frappant. Ce qui est pratique quand on veut avoir les réponses qu'on veut entendre et non la vérité. Ricky finit par craquer et lui dit ce qu'il veut entendre, même si c'est faux, juste histoire de le défier. I suck dick for money. C'est intéressant ça. $2,000, I'm that good. Il confronte son père avec son propre déni de sa personne. You should see me fuck. I'm the best piece of ass in 3 states. C'est correct Ricky, on a compris. Ricky se fait donc foutre à la porte, dit au revoir à sa mère, qui a pas l'air de saisir grand chose de la situation. I'm leaving. Wear a raincoat. I guess que ce sont des adieux. Angela et Jane arrivent au domicile, Angela recherche encore l'attention de Lester, Jane en a plein le cul, avec raison. Ça devient quand même très lourd. De son côté, Caroline se mindset en écoutant une cassette sur la victimisation, comme quoi tu es une victime seulement si tu choisis d'en être une, brandissant fièrement sa machine à piou-piou. You are only a victim if you choose to be a victim. Une cassette qui dit des trucs d'extrême droite du genre qu'il faut que tu dégages une image de puissance en permanence, plus Caroline brandissant un gun. Je suis pas un expert, mais me semble que ça pue la merde. Pendant ce temps, Jane engueule Angela car elle veut necker avec son père. Just don't fuck my dad, alright? Why not? Et arrive Ricky qui demande à Jane de partir avec lui à New York, ce qui déplaît à Angela, qui les sermonne sur le fait qu'ils veulent s'enfuir. S'ensuit une chicane dont Ricky dit les 4 vérités à Angela. Qu'elle se croit belle mais qu'elle ne l'est pas, du moins peut-être uniquement en apparence, aussi qu'elle est insignifiante et ordinaire. Et qu'elle le sait. Ce qui fait pleurer Angela à chaudes larmes. Vous vous souvenez, ne sous-estimez jamais le pouvoir du déni. On retourne voir Lester qui continue à s'entraîner dans son garage et qui reçoit la visite du colonel qui, visiblement, est complètement déboussolé. Frank lui demande où est sa femme. I don't know. Probably out fucking that dorky Prince of Real Estate asshole. And you know what? I don't care. Puis toutes les phrases que lance Lester sont perçues par Frank comme une certaine attirance homosexuelle. Our marriage is just for show. A commercial for how normal we are when we're anything but. Après ce qu'il croit être une révélation non dite de l'homosexualité de Lester, Frank tente de l'embrasser, mais se fait repousser. I'm sorry.
You got the wrong idea. Frank repart sous la pluie tout aussi déboussolé. Caroline, quant à elle, se répète son mantra dans son auto. I refuse to be a victim. I refuse to be a victim. Encore et encore. I refuse to be a victim. I refuse to be a victim. Lester, I have something I have to say to you. Puis, Angela se remet à attirer l'attention de Lester, mais se révèle à Lester en lui disant qu'elle le trouve sexy. Oh, ok, on n'est plus dans la séduction non dite à la sitcom, c'est cru. Lester et Angela s'embrassent, Lester commençant la réalisation de son fantasme, permettant à Angela de se réconforter dans son déni. Lester la déshabille, ils sont sur le point d'avoir une relation sexuelle quand la vérité éclate. This is my first time. I'm sorry. Thought I should tell you. In case you wondered why I wasn't better. Sachant qu'elle est vierge, Lester se rend compte de la personne d'Angela. L'aspect séductrice de sa personne n'étant qu'une façade, il réalise que ce n'est qu'une adolescente apeurée. Il l'enveloppe dans une couverture et la rassure. Angela n'est plus un fantasme, mais une jeune fille prise de peur. Après ce moment plutôt malaisant entre un homme de 42 ans et une fille de 16 ans, ils décident de discuter. How are you? God, it's been a long time since anybody asked me that. Me semble que ça manque d'engueulade tout ça. Là. Genre, et où Caroline? Parce qu'elle avait vraiment l'air mindée à niquer des gueules. Prends ton temps. Ta porte rouge flash est pas loin. Pendant qu'Angela part à la salle de bain, Lester regarde une photo de famille, et puis... Ricky et Jane arrivent en premier. Ricky prend le temps de regarder une dernière fois Lester, scrutant les moindres détails de son regard vide, mais apaisé, pour la première fois sans l'aide de sa caméra. Puis arrive le fameux monologue de Lester, entrecoupé de Caroline, Ricky et Jane, Angela et Frank couverts de sang. Il nous explique que la seconde avant de mourir, il est dit que l'entièreté de sa vie nous apparaît pour la dernière fois. Une seconde qui nous apparaît une éternité, un océan de temps. Ne soit-il qu'un instant teinté d'une sensation définissant le bonheur même, celui qui nous est personnel. Un instant vécu de tous, mais enfermé en secret au plus profond de nous. La beauté est partout à qui prend le temps de la voir, et la seule avenue possible pour apprécier ce bonheur est d'arrêter de chercher à le saisir. Prendre une grande inspiration et s'abandonner dans cet océan de temps. C'est le moment de lâcher prise. Go.